Un autre facteur très important qui façonne nos paysages, c'est le climat. On l'a un peu abordé au travers de ce cours, notamment lors du premier cours sur l'altération, mais vous ayez bien conscience que le climat, par les variations de température, par les variations de pluviométrie, est un facteur majeur de contrôle de l'évolution des paysages. Alors on ne va pas le décrire dans le détail, je vais juste illustrer le rôle du climat à travers un exemple tout simple. On va partir de la même lithologie que vu précédemment pour le modelé karstique, c'est-à-dire des lithologies carbonatées, calcaires. Et on va regarder deux exemples qui se trouvent dans des contextes climatiques différents. Le premier, c'est les karstes à tourelles, dont vous avez une photo ici sur ce diaporama. Et puis le deuxième, dans un climat très différent, mais pour la même lithologie, le même processus d'érosion d'altération, c'est-à-dire processus karstique, eh bien, on a une morphologie très différente. On est ici à Madagascar, vous voyez l'aspect que ça a, c'est très différent de ce qu'on a vu précédemment. Là, la lithologie est la même, le processus d'érosion d'altération est à peu près le même. Le seul facteur qui change énormément entre ces deux milieux, les karstes à tourelles et les karstes de Madagascar, c'est les conditions climatiques, pression, pluviométrie, température. Dans cette dernière partie du cours, on va s'intéresser au rôle de la tectonique sur l'évolution, le façonnement des paysages. Et ce rôle est illustré par la notion de relief structural. En quoi les structures géologiques, l'orientation des couches sédimentaires, la présence de failles, présence de plis, va influencer la géomorphologie et les paysages qu'on observe. Alors un des premiers exemples tout simples qu'on peut discuter, c'est celui associé aux structures monoclinales horizontales, comme vous avez ici dans ce schéma-là. Vous avez un empilement de couches sédimentaires qui sont purement horizontales et qui sont disséquées par un certain nombre de rivières. Il en résulte une morphologie assez caractéristique avec deux éléments principaux. Le premier, c'est la mésa, ou les mésas, qui sont des grands plateaux tout simple. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle des buttes ou buttes témoins, qui sont des résidus de plateaux qui ont été disséqués par différentes rivières. Un exemple célèbre de relief en milieu monoclinal horizontal, eh bien, c'est Monument de Vallée aux États-Unis, dont vous avez une photo ici en bas à droite. Si vous avez l'occasion, je vous invite à aller visiter. C'est assez impressionnant. Pas tout de suite, puisque on est un peu emmerdé en ce moment. Autre type de relief structural, cette fois associé à des couches sédimentaires qui vont être inclinées, c'est ce qu'on appelle le relief de type cuesta. On va voir ça plus en détail en TD, donc je ne vais pas insister sur ce point-là. Retenez pour l'instant que les reliefs de cuesta sont constitués par des revers que je souligne ici et par des fronts de cuesta qu'on a ici. On a tout un réseau de graphiques qui se met également en place dans ce genre de relief. Et c'est pareil, on va discuter de ça en TD. Voici une photo, un exemple de cuesta. Vous avez le revers de la cuesta que je souligne ici, là, qui est un grand plateau incliné, faiblement incliné. Et puis le front de la cuesta qui correspond à des pentes un peu plus fortes qu'on trouve ici. On remarque sur cette image-là également des choses assez remarquables qu'on appelle des chevrons, ici, ici, qui en fait sont ni plus ni moins que des alternances de V dans la vallée avec un certain nombre de petites vallées. Et ça vous indique l'orientation des couches et on a bien, pour ce qui est de cette photo-là, des couches qui ont un pendage vers la gauche de l'image. On a des couches légèrement inclinées et qui génèrent cette topographie typique en cuesta constituée de revers, donc de plateaux légèrement inclinés, et de fronts où on a des pentes qui sont un peu plus fortes. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va revoir en détail en TD. On va voir maintenant des exemples de morphologie de paysages associés à des structures faillées. Pour premier exemple, on va s'intéresser à une grande faille décrochante qui est la faille de San Andreas en Californie. Et vous avez à gauche des images qui vous illustrent la morphologie, le paysage associé à cette grande faille. Donc vous voyez qu'on la voit très bien dans le paysage, je vais la souligner ici, là.
C'est quelque chose de relativement net qui recoupe un certain nombre de cours d'eau. C'est un trait de couteau dans le paysage. De la même manière, ici, on la voit très bien. Et on peut remarquer qu'au niveau des vallées, cette faille étant décrochante, c'est quelque chose qui est subvertical, qui recoupe les vallées sans faire de V dans la vallée, contrairement à ce qu'on a vu précédemment dans le cas d'une cuesta. Donc voici un exemple de paysage associé à une faille. Alors c'est une grande faille, c'est une faille active, donc c'est assez particulier, mais c'est un bel exemple. Un autre exemple, eh bien, c'est dans le cadre de failles normales, au niveau du rift est-africain. On peut observer ce genre de morphologie avec des plateaux qui s'alternent. Et là, je vais souligner le passage d'une grande faille normale, qui permet l'effondrement du plateau à gauche par rapport au plateau qui est situé à droite. Donc on a un décalage assez important. Et toute cette zone-là, correspond plus ou moins au miroir de la faille. Donc voilà une morphologie très typique associée aux failles normales. Si vous allez dans la région du bassin rhénan vers Strasbourg, vous allez observer ce genre de morphologie. Alors probablement moins nette parce qu'il y a plus de végétation et c'est moins actif, mais on trouve des choses similaires. En TD, on voit un exemple de morphologie associée à une faille inverse le long de la rivière Rotoubi. Donc pour rappel, on voit très bien cette faille dans le paysage. On la voit ici, à cet endroit-là. Donc ça, c'est en image satellite. Et puis en photo de terrain, on voit la faille qui doit passer à peu près ici et qui permet le soulèvement du bloc sud, ici en bleu, par rapport au bloc nord, que je vais souligner là. Et on a un mouvement inverse. Pour mémoire, vous avez ici une petite voiture qui vous donne l'échelle. On a un mouvement, un décalage d'une dizaine de mètres sur cette faille. Donc c'est des choses qu'on voit en TD, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Voici donc un exemple de morphologie associée à une structure faillée de type faille inverse. Enfin, bien évidemment, les structures plissées génèrent des paysages, des géomorphologies qui sont particulières. Un exemple de géomorphologie associée à des structures plissées, c'est le relief jurassien. Les anticlinaux et les synclinaux qui sont formés sous l'effet de compression tectonique vont générer des hauts et des bas topographiques, hauts et bas topographiques qui vont imprimer le paysage et contrôler le paysage qu'on a en surface. Donc dans le relief jurassien, on distingue un certain nombre d'objets plus particuliers. On peut noter par exemple l'existence de combes. Les combes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dépressions qui se forment au cœur des anticlinaux. On peut également noter la présence de cluses. Eh bien, les cluses, ce sont des vallées qui sont transverses aux axes des plis, anticlinaux ou synclinaux. On peut également noter l'existence de monts dérivés. Au niveau des anticlinaux, si vous avez la formation d'une combe et une couche qui est plus résistante, au cœur, on peut générer un deuxième relief qu'on va appeler un mont dérivé. Donc le relief jurassien, c'est quelque chose d'assez classique dans la littérature. Vous trouverez ça dans pas mal de livres. C'est des descriptions assez historiques. Pourquoi je vous le présente? Parce que c'est assez important pour vos stages terrain. Si vous arrivez à bien identifier ce type de relief, ce type de morphologie, ce type de paysage, vous avez déjà une première clé de lecture pour comprendre les structures qu'il y a sous vos pieds, ce qui est l'objectif de vos stages terrain. Si vous arrivez à bien identifier une cluse, une combe, vous allez tout de suite savoir que, cartographiquement, vous devez avoir un anticlinal. Et ce genre de choses, finalement, se lie avant tout avec la topographie, avec la surface, avec les paysages. Donc, essayez de bien retenir ces termes-là, de bien comprendre cette morphologie-là, puisqu'elle va avoir un intérêt non négligeable pour vos stages terrain. Voilà, j'en ai terminé avec ce cours de surface continentale. J'espère qu'il vous aura intéressé. J'espère que l'aspect virtuel ne vous aura pas trop rebuté, que vous aurez quand même réussi à suivre mes explications.
C'était encore une fois 3 cours de 1 heure, donc c'était extrêmement court. On a survolé beaucoup de choses. Ayez bien conscience que pour décrire toutes ces choses-là, il faudrait 10 ou 20 heures de cours plus des TD associés. Donc c'est vraiment très léger ce qu'on a pu faire. Donc je vous invite à approfondir ces choses, notamment en TD. On approfondit un certain nombre de choses, mais c'est pas suffisant. Encore une fois, toutes ces notions sont très importantes en ingénierie, puisque l'ingénieur géologue, pour la plupart d'entre vous, va travailler sur les premiers objets qu'on a sous nos pieds. Et ces premiers objets géologiques qu'on a sous nos pieds, ce sont les formations superficielles, ce sont les paysages qu'on a devant nos yeux. Et donc, il faut savoir les comprendre, les interpréter, les utiliser. Voilà, je vous ai donné, j'espère, quelques notions pour cela, quelques clés pour cela. Et encore une fois, il faut aller probablement plus loin pour que ça soit complet. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes, que vos proches vont bien, et puis on croise les doigts pour que cette crise se termine rapidement et que tout le monde aille bien et qu'on se retrouve à l'école et sur les stages terrain prochainement. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.